Cette affiche est un scandale. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 Ouna 06 bis et on va regarder la story de Bassem Braiki et après sa vidéo je vous dirai mon avis. Cette affiche est un scandale. Le Bénin contre l'Égypte. Imaginez-vous si on avait mis l'Égyptien à la place du Béninois qui le fouette. Tout le Wakanda Forever de la capitale, ils nous auront cassé les cléouis, ils auront pleuré sur TikTok. Ils auront chanté We Are the World, ils nous auront cassé les couilles, ils nous ont dit Robeux, tu me donnes ton snack et tu me donnes ta sœur et tu me donnes... Tiens, vu que moi j'ouvre rien, Qu'est-ce que c'est que cette affiche? Cette affiche, c'est un scandale. Et c'est là où on voit que l'indignation, elle est à deux vitesses. Pas un de leur peuple a pris la parole en disant qu'est-ce que c'est que cette affiche. C'est très grave. Demain, à Lyon, il y a un endroit où il ne faudra pas être, c'est ici. Là, c'est la rue des cheveux et des Western Union. Et juste à côté, c'est la rue des clopes et des cafés. Sur la vie de ma mère à Lyon, demain, c'est là où il faudra être pour le match. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, on est pressé. J'aurais très bien pu te dire que je suis né avec ce talent balancé dis-moi pas présentant du chat ou autre argument mais voilà ce que tu vois là. Toi la majeure partie de son succès à l'excès de ta façon conseil mec jamais vexé, complexé par rien du tout. C'est dit mon dicto, Calpolino en croisade du beau jouer avec nous. On était une trentaine au départ, 10 à l'arrivée, avisé par les autorités de ne jamais y arriver. C'est comme ça. On penche un homme dans les quartiers chauds. Qui est infaisable devient faisable quand tu me tournes le dos. Le chemin vers le succès. Le ourlet sur la basket qui tombe avec le pull Lagdar, le jean brut. Wallah, les Brazzavillois, c'est eux les inventeurs de la sape. Wallah, c'est toute ma génération, ça. Yahasra. Rip à Calbo, c'est toute une génération qui part. J'ai su que c'était quelque chose de possible. Ce luxe n'était pas réservé pour nous, pas impossible. Et vu que c'était un avis, on s'est merdé pas trop mal. On est entré balancer quelques balles. Boxer les mots intoxiqués par mon flow, les sauces du chaudron. Dalgo a fait ses premiers bagages sur le goudron. Je rappe mon vice puis glisse sur le macadam et 10. Des intègres sur mes cahiers écrits, l'école des tournevis. Ils sont proches, ils se la bannière fauche à deux bouts de champ gauche. Tout approche la majorité, mais je m'accroche. Quand tout le monde reste aigri. Moi, cette question, je vais supporter qui? Tu vas supporter qui? Algérie-Congo. Mais frère, pourquoi tu me poses cette question-là, Algérie-Congo? Parce que moi, je connais ta position sur les Congolais. C'est-à-dire? Moi, je suis pas ta sœur pour supporter les Congolais, frérot. Moi, je supporte les Maghrébins, en premier. Je supporte les Maghrébins. Une fois qu'il n'y a plus de Maghrébins, je supporte les amateurs de vrai football. Tout simplement. Bon, écoute, j'ai une question. Ouais. T'as vu ton gros crâne, comment il est sorti? Ouais. C'est ça. La Chatatamams, tout simplement, le 20 août 1980. Il est sorti de la Chatatamams. C'est pas les Algériens qui font du bruit. Parce qu'ils ont pas peur, ils sont sereins. En ce moment, ce qui est bien, c'est que on est dans l'humilité la plus totale. J'ai pas dit que les Congolais, ils ont peur, hein, non, mais ils sont peut-être un peu plus craintifs. Ils savent qu'ils ont plus à jouer qu'eux. Moi, je resterai serein. En Algérie, il faut rester serein. Wallah, l'Algérie, elle joue son jeu. Calme, posé, devant la fougue des Congolais, elle maîtrisera le match. Depuis le début, avant que la CAN elle a commencé, j'ai vu 2-3 matchs amicaux, j'ai vu comment c'était, j'ai vu, je pense qu'on est bien là. Je pense qu'il y a une équipe, elle est en place. Je pense que c'est bon. Moi aussi, je pense que c'est bon. Et après, moi, pour l'équipe A par rapport à l'équipe B, moi, j'ai plus pris de plaisir à regarder l'équipe B que la A, honnêtement. Ouais, après, l'équipe A, elle a plus de pression, mais bon, c'est dans une bonne âge. On peut avoir des images. Il a mis un survêtement, il s'est fait arrêter avec un survêt. Nike, ils ont explosé les ventes. Il y avait plus un survêt en vente. La vie de ma mère. Il s'est fait arrêter avec ça. Il s'est fait arrêter normal. Je comprendrai jamais les Américains d'être partis de l'Irak sans avoir pris
le pétrole. 12 ans après, Oui. on lui pose la même question, sauf que là... Do with what? The oil that has been seized. The United States seized 1.9 million barrels of oil on December 10th. We're going to keep it. We'll keep it. Where's it? Are we going to sell it or put it in the strategic Maybe oil we'll sell reserve? it. Maybe we'll keep it. Maybe we'll use it in the strategic reserves. We're keeping it. We're keeping the ships also. Trump a braqué une pompe à essence. Tout simplement. Avec une boisson, un Skavanx, surtout quand je suis au State. Et dans des contrées lointaines. Des fois, je pars en couille, voilà. Donc ça, c'est ça, c'est quand je pars en couille. Des fois, j'écoute de la West Coast, je peux passer de la baie San Francisco à ça. Je roule, et ça pète sa mère. Je pense à tes factures. Hein, vous connaissez pas ça? Mais ça, quand tu roules en voiture, il faut être seul. Il faut être tout seul. Tout seul, dans un plan bizarre. Ça, voilà, 120 km/h. Surtout quand tu vois des panneaux Wisconsin. Welcome to Hideout. À la frontière au Canada. Bonjour messieurs, dames. ربحك للدنيا للآخرة. يا راك تجري ما تخلط، يا راها مسكرة قدامك ووراك، يا راك وين باب تحل وتلقاه مسكر قدامك، يا راك وين تتقبل تتزبل ان شاء الله. الله لا تربحك للدنيا للآخرة، الله يحرمك من فرحة كما حرمت الشعب التونسي من فرحة. الله لا تربحك. انت تكون مدرب، انت تكون مدرب. الله لا تربحك للدنيا للآخرة، الله لا تربحك. نقعد ندعي عليك كل. L'ami de mon ennemi est mon ami. Je suis persuadé que Trump et Poutine, quand ils se sont rencontrés en Alaska, ils ont tout planifié. En gros, ils sont assis, Poutine, il lui dit, écoute, moi l'OTAN, je l'enfile. Trump, il dit, ça tombe bien, moi aussi l'OTAN, je l'enfile. On fait comment donc? Écoute, toi tu veux récupérer l'Ukraine, moi je dois prendre le Venezuela, je vais en profiter pour prendre le Groenland aussi. Comme ça, je vais former une barrière infranchissable qui va du nord au sud du globe pour protéger notre pays. Et puis après, si le Canada, il y a moyen de le récupérer pendant qu'on y est, on le récupère. Et Poutine, il dit, bah moi, je veux récupérer l'Ukraine, qu'on les arrache des griffes de l'OTAN. Ouais, je pense qu'on est en plein dedans. Petit arrangement entre amis. Le but numéro 1, c'est de ridiculiser l'OTAN et toute l'Europe. Je vous dis ça parce que vu que la Russie n'a rien fait pour Bachar al-Assad, vu que la Russie n'a pas bougé aussi pour l'Iran, quand Trump il a frappé en missile, je te dis, il y a des choses qui se sont dit entre eux. Fais donc, on fera donc nous aussi. Et pour Taïwan sera la bataille finale. Et voilà, c'était les stories de Bassem Braiki sur différents sujets intéressants. On va commencer par le sujet le plus léger du début de vidéo, l'affiche Bénin-Égypte. Punaise, j'ai cru que c'était une affiche Cameroun contre le Maroc, un joueur camerounais, Zama qui faut être le joueur marocain. J'ai trop cru que c'est ça. C'est un match serré en tout cas. À l'heure où je suis en train d'enregistrer, le Bénin vient d'égaliser contre l'Égypte. L'Égypte a pris de l'avantage. Sur le papier, on va dire c'est l'équipe égyptienne qui est au-dessus, qui est mieux classée à la FIFA, tout ça. Mais sur le terrain, ça bataille. Il n'y a pas de match facile, quoi. Comme le PSG en Coupe de France, des fois, qui fait des sales matchs contre des Ligues 2. Ça arrive. Ça arrive parce que peut-être l'équipe d'en face, elle fait le match de sa vie. Peut-être l'équipe qui est au-dessus essaye de s'économiser pour le tour suivant, de pas trop se fatiguer quand tu as un match tous les 3 jours ou tous les 4 jours. Par le Sénégal qui aura 5 jours de repos, le hasard du calendrier. Donc, après, les Algériens n'aiment pas beaucoup les Égyptiens par rapport au football.
Ça a commencé il y a longtemps, dans les années 80, déjà des incidents quand il y avait des matchs Algérie-Égypte. Et en 90, pour la qualification de la Coupe du Monde aussi, c'était parti en vrille. Euh, en 2009, partie remise. En 2009, c'était le plus dramatique, en fait. C'était le plus dramatique. Parce que le bus des joueurs avait été caillassé. Tu voyais des joueurs en sang, qu'ils avaient du sang sur le visage. Ça doit être les éclats de verre ou de pierre. Et des dizaines de blessés dans des bagarres entre supporters. Des dizaines de blessés. Donc, c'était un match très, très chaud pour les qualifications. Et ils étaient à égalité. À l'époque, la FIFA, ils organisaient un nouveau match pour départager, voilà, qu'ils aillent aux prolongations, aux pénaltys, pour savoir qui allait se qualifier pour la Coupe du Monde 2010. Et là, il avait joué au Soudan. L'Algérie a pris 50 avions pour les supporters. Donc, ça s'est plus ou moins bien passé. Donc, depuis cette époque, voilà, depuis ces époques-là, ça remonte à loin, quoi. Si on va chercher qui a fait la poule de l'œuf, qui a commencé ou pas, ça remonte à il y a longtemps quand même. Mais voilà, les Algériens restent anti-égyptiens. Voilà. Ils sont plus avec les Camerounais, là, du coup. Ils sont plus avec les Camerounais en tout cas. Donc, malgré que des fois ça va un peu trop loin, je trouve, surtout Binetna entre Nord-Africains, c'est quand même grave, comme d'un côté comme de l'autre. Je crois que c'était des incidents qu'il y avait eu en Algérie donc surtout en Égypte et en Champions League aussi, il y a eu quelques dérapages violents dans des matchs opposant des clubs algériens et des clubs. Donc ça va un petit peu loin. Je crois que l'enjeu dépasse le jeu, quoi. Donc la mort de Calbo, c'est triste. La vie est dure, elle est certaine. Ça passait tout le temps sur Skyrock, tout ça, Calbo et Lino. Ça fait bizarre, il est mort, j'allais dire jeune, oui. Jeune, à 53 ans, les gens ils meurent plutôt à partir de 70 ans, 75 ans. 80, il y en a même qui meurent à 90 ans, 95 ans. C'est pas rare. Je crois que Brigitte Bardot, elle est morte à 92 ans, 95 ans. Là, 50 ans, voilà. Donc, que son âme repose en paix, RIP. Voilà. Quant à Maduro, je suis divisé sur le cas Maduro. Voilà, il y avait certains trucs, j'étais d'accord avec Maduro, certains autres, non. Après, il était très anti-impérialiste, hein, très anti-américain, très anti... voilà. C'est un des derniers en Amérique latine, avec, je crois, l'ancien président de la Bolivie. Voilà. Donc, quelque part, ça a valu un embargo à son pays, tout ça. Donc, c'est son peuple qui paye tout ça. Pourquoi? Pour des gueulantes à la télé, quoi. Voilà. En général, il faisait que des gueulantes à la télé. Ça n'allait pas plus loin, mais bon, ça peut être pris pour incitation à la haine. Voilà. Mais voilà, par rapport aussi il a été un peu beaucoup féroce. Donc, d'un côté, mais d'un autre côté, humainement parlant, voilà, quoi. C'était juste dégueulante. Humainement parlant, on n'a pas enlevé un chef d'État d'un État souverain. Voilà, le droit international, apparemment Trump, il s'assit dessus. Le droit international, c'est dommage. Déjà, à partir de la deuxième guerre du Golfe, l'invasion de l'Irak, ils se sont assis sur le droit international et c'est dommage. Et c'est dommage, quoi, parce que le droit international, maintenant, quelle crédibilité lui accorder? Voilà, quelle crédibilité lui accorder maintenant au droit international? Telle est la question. Voilà. Mais quoique le droit international aussi ne se donne pas beaucoup de moyens. Voilà.
si le droit international était plus fort, ça aurait été le droit international qui l'aurait arrêté à l'occasion d'un... Mais voilà, et concernant Poutine et... Bon, je suis d'accord avec certaines choses sur Eric Basset, mais il y a des choses que je suis pas d'accord. C'est que mon propre avis, peut-être j'ai tort, peut-être j'ai raison, peut-être il a raison, peut-être il a tort. Mais que Poutine et Trump se seraient arrangés, Zama, tu me laisses l'Ukraine, moi tu me laisses le Venezuela, tu me laisses la Syrie, moi je te laisse ça. Moi je pense autre chose. Je pense à autre chose. Je pense que Trump s'est rendu compte que voilà, si demain il devait y avoir une guerre qui devait attaquer la Russie ou la Chine, l'Iran pourrait très bien, l'Iran qui est allié de la Russie et de la Chine, on dirait une guerre mondiale, une guerre froide mondiale, quoi. L'Iran pourrait très bien bloquer le détroit d'Ormuz. J'en ai entendu parler de ça. Donc, il pourrait très bien miner et tous les jours envoyer des mines, des missiles anti-navires, rendant la navigation impossible. Déjà que les Houthis l'ont fait au golfe d'Aden, ils ont détruit pas mal de navires. Tout ça, c'est passé sur certaines chaînes d'infos. Donc, déjà, si les Houthis arrivent à le faire, ils l'ont déjà fait en plus, l'Iran, dans les années 80 ou 90, ça avait valu un petit conflit déjà. Donc, tout le pétrole de l'Arabie Saoudite, il est sur la côte ouest. Voilà. Et il passe forcément par le golfe d'Aden. S'il devait le transporter par chemin de fer jusqu'à de l'autre côté, ça reviendrait plus cher et ça augmenterait les prix. Du coup, le pétrole du Venezuela est plus proche. Voilà, comme ça, s'ils bloquent le détroit d'Ormuz, s'ils attaquent l'Iran, par exemple, par rapport à Israël ou la Chine ou la Russie, c'est stratégique. C'est stratégique. Si le Venezuela, il était très proche de Poutine, voilà, très pro-Poutine, le Venezuela, donc il refusait de vendre du pétrole aux États-Unis et le vendait aux Chinois. Même si c'est pas des quantités folles. Là, déjà, la distance, elle sera plus courte. Je pense que Trump va mettre une marionnette au pouvoir. Voilà, il va mettre une marionnette au pouvoir. Après, il faut voir le peuple vénézuélien ce qu'il en pense. Voilà. Bon, il y a des pro-Maduro et des anti-Maduro, ça c'est clair et net. J'ai pas les proportions, je peux pas dire, j'ai pas, à moins qu'il y ait des élections neutres sous supervision internationale, tout ça, on n'a pas les proportions exactes. Même si les pro-Maduro sont moins nombreux, peut-être qu'ils peuvent être très armés et ça peut provoquer des guerres de clans. Des guerres de clans. Après, je dis pas, Maduro, il n'a pas été parfait, tout le temps en conflit avec la Colombie. Bon, la Colombie, il a tout le temps été en conflit avec ses voisins. Et des fois, il se mêlait des choses qui ne le regardent pas, non, aussi. Donc, je peux pas dire qu'il est parfait, mais il y a des choses, j'étais pour Maduro pour certaines choses et des choses où j'étais vraiment contre Maduro, quoi. Donc, humainement parlant, je trouve, voilà, que juste il tapait dégueulante à la télé, bon, certes, c'est peut-être une histoire de pétrole aussi, s'il y a une guerre qui se développe, que les exportations d'Arabie sont compromises, ben, les États-Unis ne seront pas dans la mouise s'il y a une marionnette pro-américaine qui dirige Venezuela. Voilà. Quant à l'Europe, ils s'en fichent un petit peu apparemment. Mais je pense que c'est stratégique. Il y a un peu de pétrole en Europe aussi, donc, mais pas des quantités folles. Peut-être si ça dégénère en guerre, peut-être qu'il faudra qu'on se serre la ceinture en Europe. C'est vrai que le pétrole, c'est important pour fabriquer le plastique, donc beaucoup de choses commerciales. 80% des objets qu'on achète, il y a du plastique dedans quelque part, si tu cherches. Pour transporter les marchandises par avion, par navire, c'est pas électrique, un cargo, quoi. Les avions aussi ne sont pas encore électriques.
Certes, quelques voitures, c'est déjà ça, mais pour transporter aussi les marchandises jusqu'au supermarché, des hangars jusqu'au supermarché, donc il n'y a pas de camion électrique, à ce que je sache. Là. On commence à bien développer l'électrique, mais c'est pas encore ça pour les gros transports, donc on reste dépendant du pétrole. Donc en cas de conflit mondial, j'ai l'impression qu'on va rentrer dans une guerre mondiale. Voilà, je suis peut-être un peu pessimiste. Peut-être Bassem, il est optimiste sur ça, qu'il se sent arrangé. Je pense juste qu'il n'avait pas le choix, Poutine, par rapport à la Syrie. C'est une grosse défaite pour Poutine, la Syrie, parce que voilà, il intervient, il est emmêlé en Ukraine, il est embourbé en Ukraine, il peut plus aider la Syrie comme avant. Que ce soit dans l'aviation ou des troupes terrestres ou de la formation des soldats syriens fidèles au régime de Bachar, je pense que c'est plus ça. C'est plus ça, il était trop embourbé en Ukraine, il pouvait pas faire grand-chose. Le Hezbollah, ils ont été lourdement affaiblis par Israël. Donc le Hezbollah non plus ne pouvait pas intervenir. Les Irakiens aussi, à un moment donné, il y a même des chiites irakiens qui se sont dit, on va s'occuper que de l'Irak, on va arrêter de s'occuper de Pierre-Paul Jacques. Il y a même certaines factions irakiennes chiites qui ont voulu arrêter d'intervenir, l'interventionnisme à tout va. C'est que ça a été rapide. L'Iran aurait pu envoyer des soldats, mais ça prend du temps, de la logistique, donc ils ont été pris par surprise aussi de court. Pas par surprise, parce que je regardais un peu les infos, et je sais pas, un mois avant, on voyait que pendant que le Hezbollah était en train de se battre contre Israël, on voyait que les rebelles syriens se préparaient. Il y avait des vidéos dans des médias turcs, sur Twitter, donc on voyait déjà. Donc c'est une grande question. Je ne suis sûr de rien. Je ne suis sûr de rien. Peut-être il a raison Bassem. Peut-être qu'ils se sont mis d'accord. Je te laisse ça, tu me laisses ça, je te laisse ça, tu me laisses ça. C'est assez stratégique aussi. Moi, je pense qu'on devrait plutôt faire la paix. Ça nous serait plus profitable. Et aux Russes aussi, ça leur serait plus profitable. Ils pourraient acheter les produits européens et nous, on pourrait acheter un meilleur marché du gaz, un peu de pétrole. Ça serait plus profitable, je pense, pour tout le monde, la paix, quoi, que la guerre. À savoir que il peut très rapidement, en quelques semaines, il peut atteindre la France, l'Italie. Je vous explique. Imaginons, tu vois, ils sont à 200 km actuellement de la Moldavie. Donc 200 km, s'ils concentrent toutes leurs troupes pour une percée, ils peuvent le faire assez rapidement, en quelques semaines. Une fois qu'ils arrivent en Moldavie, ils arrivent chez des pro-russes. La Hongrie aussi d'Orban est pro-russe. Ils vont leur déplier le tapis rouge. Une fois qu'ils ont traversé la Hongrie, ils arrivent au Balkan avec les Serbes et certains États de l'ex-Yougoslavie qui sont pro-russes également. Ça veut dire qu'ils atteindraient l'Italie, ils peuvent atteindre l'Italie assez rapidement. Assez rapidement. Et la guerre pourrait, et s'ils avancent un peu en Italie, ils ne seront pas trop loin de la Côte d'Azur, de Nice, Monaco, tout ça. Ça peut être assez rapide en fait. On croit qu'ils sont loin, parce qu'on voit la carte, mais on voit la carte géographique, mais on voit pas la carte géopolitique non plus. La carte géopolitique fait que ils auront surtout à batailler pour ces 200 km pour atteindre la Moldavie. Donc, comment ça s'appelle la ville? Métropole, je sais plus comment ça s'appelle. Et une fois arrivés en Moldavie, ils auront un tapis rouge. Hongrie, pro-russe, Serbie, ex-pays de l'ex-Yougoslavie, et ils arriveront directement en Italie. Et s'ils avancent en Italie, je pense que l'Europe ne laisserait pas les troupes russes avancer en Italie. Donc il y aurait des troupes européennes qui viendraient, mais s'ils avancent, ils seront plus très loin, ils peuvent être
à quelques centaines de kilomètres de la France très rapidement. À méditer sérieusement. Bon, on va arrêter la vidéo là, c'est des théories, c'est peut-être faisable, c'est peut-être infaisable, je sais pas trop. Mais c'est possible. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mettre un pouce bleu, vous abonner, etc. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss et à plus.